Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 23 février 2024. À la une de l'actualité de ce jour, la mise en avant des intérêts de la population par le gouvernement malgache dans la politique générale de l'État est conforme à la vision des partenaires techniques et financiers internationaux, a déclaré aujourd'hui le coordonnateur permanent des Nations Unies. Ces partenaires ont exprimé leur volonté de soutenir Madagascar, soit techniquement que financièrement. Ils soutiennent également le pays lors des 2 prochaines élections dans le but de maintenir la stabilité de l'environnement électoral, a déclaré le Premier ministre. Reportage de Aniana Martina, Entar Radjiantsu. La volonté du gouvernement malgache d'apporter le développement à travers la mise en avant des intérêts de la population est constatée par l'organisation internationale, a déclaré aujourd'hui Issa Sanogo, représentant permanent des Nations Unies à Madagascar, après une discussion stratégique entre les partenaires techniques et financiers et le gouvernement malagasy aujourd'hui au palais de Mazoriv. La communauté internationale est pleinement prête à accompagner Madagascar dans la mise en œuvre de la politique générale de l'État qui comprend 3 points principaux, le capital humain, la promotion de l'industrialisation et la lutte contre la corruption. L'avantage de cette réunion a été vraiment d'avoir un dialogue des priorités de l'État, d'abord de bien comprendre où sont les priorités de l'État, de faire des échanges sur les aspects sur lesquels la communauté internationale aurait besoin de mieux comprendre et de voir dans quelle mesure la communauté internationale peut accompagner les priorités de l'État. Et nous, en tant que communauté internationale, nous repartons en disant que nous allons faire le suivi avec les différents ministères sectoriels pour voir dans quelle mesure on peut accompagner ces efforts du gouvernement parce que, comme on le dit à la fin de la journée, ce qu'on comprend à travers cette politique, ce second mandat présidentiel, c'est la population au cœur de l'action. Et pour nous, ce que nous constatons, c'est que nos cadres de coopération, nos stratégies, nos partenariats avec le gouvernement sont parfaitement alignés à cette ambition de mettre la population au cœur des priorités du gouvernement. Madagascar se prépare également actuellement à 2 élections, les élections législatives et les élections communales. Nos partenaires au sein de la communauté internationale ont confirmé aujourd'hui qu'elles continueront leur soutien au gouvernement malagasy dans l'organisation de ces dernières. La concertation entre les partenaires internationaux et le gouvernement malagasy se poursuivra à travers l'examen en détail des travaux réalisés selon les explications. Ensuite, l'épouse du président de la République, Mial Radziwiłł, a confirmé aujourd'hui que 2024 sera l'année de la vaccination et du renforcement de la lutte contre la polio. Cela a été annoncé à l'issue de sa rencontre avec la délégation de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio, conduite par le résident de l'UNICEF à Madagascar. Ce dernier a confirmé sa satisfaction lors de cette rencontre d'aujourd'hui et a confirmé la coopération et le soutien dans ce domaine de la vaccination et de la lutte contre la polio. Mervoulat Sferan sur les images de Ant Radjabé. Le renforcement de la vaccination et la lutte contre la polio ont été au cœur de la rencontre entre la délégation de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio et de Mial Radziwiłł, première dame de la République, aussi marraine de la santé de la mère et de l'enfant. Il a été décidé lors de cette rencontre que 2024 serait l'année de la vaccination. L'Organisation des Nations Unies pour la santé a montré sa volonté de soutenir la vaccination, qui est une protection complète des enfants contre différents types de maladies. Écoutez, c'est vraiment intéressant. Ce n'est pas la première fois que je m'entretiens avec la première dame qui est la marraine de la vaccination et qui fait beaucoup d'efforts pour que les enfants malagasy soient vaccinés et soient couverts. Et on s'est entretenu sur la collaboration pour la lutte contre la poliomyélite, mais aussi les autres antigènes pour que 2024 soit une année de vaccination pour ne pas laisser quelqu'un de compte, pour que tous les enfants soient vaccinés et qu'on oublie les épidémies de la polio, de la rougeole et aussi bien d'autres maladies. Donc elle est vraiment bien engagée et on apprécie beaucoup. Et du côté des partenaires, nous sommes aussi engagés à donner notre apport et notre appui technique et financier. Mial Radziwiłł, qui est la marraine de la vaccination, continuera à sensibiliser et encourager les parents à faire vacciner leurs enfants.
La vaccination est importante pour prévenir les maladies transmissibles chez les enfants, notamment pour lutter contre la polio. Nous sommes ici avec une délégation de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite qui est menée par un collègue de l'UNICEF qui dirige toute la lutte contre la polio à l'UNICEF. Et nous voulions juste expliquer à Madame, à son Excellence la Première Dame, la situation actuelle et les encouragements par rapport aux bons résultats déjà acquis. Et surtout, elle nous a beaucoup rassurés sur son engagement personnel que nous apprécions énormément en tant que marraine de la vaccination. Et elle nous a réitéré sa volonté de faire de cette année 2024 l'année de la vaccination, pendant laquelle elle pourra envoyer des messages pour encourager toutes les mamans et tous les papas aussi à faire vacciner leurs enfants et donc à faire encore plus d'efforts pour que non seulement la poliomyélite soit éradiquée, mais que tous les enfants soient protégés contre les maladies de l'enfance. Les enfants de moins de 5 ans non vaccinés sont souvent les plus touchés par cette maladie. À noter que pour nous à Madagascar, la vaccination est gratuite. Il existe également de nombreux centres amis de la vaccination installés dans différents hôpitaux et cliniques comme à Mboumianj, Tsaralalan, Touliar, Fort-Dauphin et bien d'autres pour que tous les Malagasy puissent amener leurs enfants se faire vacciner. Page politique pour continuer, la modification des procédures de nomination du PDS au président de la délégation spéciale est conforme à la constitution malgache, selon la décision rendue hier par la Haute Cour constitutionnelle. D'après ce changement, le PDS ne doit pas nécessairement être un fonctionnaire, mais peut être une personne extérieure à l'administration publique. Reportage de Sylvain. La modification de l'article 130 de la loi 2014-020 est conforme à la constitution malagasy selon la décision de la Haute Cour constitutionnelle hier après la demande d'avis au niveau de la HCC formulée par le président de la République André Rajoelina. La révision de cette loi a été votée par les deux chambres du Parlement il y a 2 semaines et porte le nom de loi 2024-002 selon la décision de la HCC. Le contenu de la loi déclare qu'en attendant l'élection du chef de l'exécutif au sein de la ville, il procède à la constitution de la délégation spéciale. Cette délégation est composée d'un président ou du PDS et de 2 vice-présidents qui sont nommés par arrêté du ministère de l'Intérieur. Et selon la loi, les 2 vice-présidents doivent être des fonctionnaires. La nouvelle loi 2024-002 ne comporte aucune disposition spécifique concernant la nomination des PDS. Par conséquent, il ne doit plus être nécessairement un fonctionnaire, mais il peut s'agir d'une personne extérieure à l'administration municipale et à la communauté régionale décentralisée. Lors de la présentation de cette nouvelle loi à l'Assemblée nationale, le ministre responsable a annoncé qu'il devrait s'agir d'une personne expérimentée qui habite dans la commune touchée par le cas particulier, répondant aux attentes de la population et qui connaît les modalités pour diriger l'exécutif. L'amendement de la loi vise à faciliter le fonctionnement et le développement de la commune en cas de vacances de poste. Cette loi est l'une des plus attendues à Antananarivo, la commune qui attend le PDS depuis que l'ancien maire, Nanandja Sitwen, a été nommé ministre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. La prochaine étape après la décision du HCC est la promulgation de la loi 2024-002. Les violeurs de mineurs s'exposent désormais à des lourdes peines. En effet, la HCC a approuvé la modification de certaines dispositions du Code pénal et intégrant la castration chirurgicale parmi les peines afflictives et infamantes en cas de crime de viol sur mineurs. Reportage de Roud, Christelle Rakout-Malal. La Haute Cour constitutionnelle s'est prononcée sur la loi sur la castration des violeurs d'enfants aujourd'hui. En effet, la HCC a approuvé la modification de certaines dispositions du Code pénal et intégrant la castration chirurgicale parmi les peines afflictives et infamantes qui s'appliquent aux personnes reconnues coupables de viol sur mineurs. Cette loi s'appliquera à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et cela s'appliquera à ceux qui seront jugés et reconnus coupables. Les juges d'Ambouïda ont alors déclaré que les articles 6 et 9, alinéa 1er de la loi numéro 2024-001, modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal malagasy, ne sont pas conformes à la Constitution et doivent être extirpés. Il convient de rappeler que l'objectif fixé par le gouvernement est d'éradiquer les viols sur mineurs. Cependant, la loi précédente n'était pas suffisante pour atteindre cet objectif et c'est notamment la raison pour laquelle cette sanction sévère a été imposée.
450 élèves greffiers et 150 élèves magistrats seront recrutés cette année, d'après le directeur de l'École nationale de la magistrature. Cela a été validé en Conseil des ministres mercredi dernier. Les détails toujours avec Ruth Christelle Rakoutmalel. Le Conseil des ministres a donné son accord pour la création de 600 postes budgétaires en vue de recruter 450 élèves greffiers, dont 200 parmi les inscrits au dernier concours de 2022, qui n'a finalement pas eu lieu, et 250 parmi les postulants pour cette année, et 150 élèves magistrats. Le directeur général de l'ENMG, Ramarulaye Ngunirain Anthony, a précisé que les candidats de 2022 ne paient plus de droits et ne soumettent plus leur dossier. Ils peuvent concourir une fois leur lettre de convocation reçue. En tourisme, le nombre de touristes venant de l'Europe de l'Est l'année dernière a multiplié par 3 par rapport à 2019. Cette année, les efforts seront poursuivis et Madagascar procédera également à l'ouverture d'un nouveau marché indien, a indiqué le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Fajissé Namiré, sous les images de Hassan Rafal Zanaj. Seulement 6 000 touristes venant de l'Europe de l'Est ont débarqué à Madagascar en 2019. Selon les statistiques de l'année dernière, 20 000 touristes de l'Europe de l'Est sont venus à Madagascar, soit 3 fois plus. Le ministre Joël Ranjemanjant a déclaré que les efforts pour augmenter le nombre de touristes se poursuivront. Actuellement, le nombre de touristes indiens venant à Madagascar est inférieur à 10%. Cette année, un nouvel objectif fixé par le ministère est d'exploiter le marché indien. Il y a déjà eu une coopération avec des producteurs de films indiens, dont l'un réalisé à la fin de l'année 2023 a montré la beauté de Madagascar, ce qui devrait attirer les touristes indiens à venir ici, selon toujours les explications. Fait divers pour continuer, la maison de nombreux ménages dans le Fukuntan d'Apangabe, Anzana Kiniful, à Nuspatchen, dans le 4e arrondissement, sont encore sous les eaux suite aux fortes pluies de ces derniers temps. Le curage des canaux a été effectué afin que l'eau puisse s'écouler et en faire baisser le niveau dans les maisons. Reportage de Khad Romanzatouf sur les images de Sech Ranjianasi. Quelques jours après les fortes pluies dans la capitale, les habitations de nombreux ménages dans le Fukuntan d'Apangabe, Anzana Kiniful, à Nuspatchen, se trouvent encore sous les eaux. Nous avons les pieds constamment trempés lorsque nous nous déplaçons à la maison et qui est inondée depuis déjà de nombreux jours, déclare cette mère de famille. Par conséquent, nombreux sont ceux qui souffrent du syndrome du pied immergé, selon les explications. Le niveau de l'eau n'a pas encore baissé après les pluies successives. La cause de cette inondation est l'engorgement du canal à cause des ordures et des jassins d'eau. Les habitants ont ainsi demandé que le curage des canaux. L'association TMH est venue répondre à leur appel et à y procéder. Ce que nous avons fait aujourd'hui est la continuité des actions sociales réalisées par l'association dans le 4e arrondissement, déclare son président. Concernant maintenant les actualités internationales, destination Sénégal, le président sénégalais Macky Sall a laissé jeudi 22 février en suspens la date de la présidentielle dont il avait décrété le report, tout en assurant que son mandat à la tête du pays se terminerait comme prévu le 2 avril. Il a toutefois ajouté qu'il ne pouvait publier de décret pour la tenue de l'élection présidentielle avant qu'ait eu lieu un dialogue national. Reportage signé France 24. Les candidats recalés, je vous le rappelle, eux veulent reprendre le processus électoral à zéro. C'est notamment le cas de Karim Wade du Parti démocratique sénégalais. Il y a également les candidats qui sont déjà validés pour l'élection. Alors pour l'essentiel, eux veulent aller le plus vite possible au scrutin, en tout cas avant le 2 avril. C'est également la position de la société civile. Pour eux, c'est vraiment ça la date butoir. Il y en a d'ailleurs qui ont réagi hier tard. C'est le cas de Tierno Alassane Sall, l'un des candidats validés, qui dit qu'il n'ira pas au dialogue et qui annonce qu'il va saisir le Conseil constitutionnel puisque le président refuse de fixer une date. Anta Babacar Ngom, autre candidate, parle, elle, d'une aberration en commentant le fait donc que Macky Sall n'ait pas fixé de date. Ensuite, en RD Congo, la crise humanitaire s'aggrave alors que les combats continuent et se rapprochent de combats. Lors d'une réunion d'urgence du Conseil des Nations Unies, la France a appelé le Rwanda à cesser son soutien aux rebelles du M23 qui occupent de larges parties de territoire dans le Nord Kivu. Les États-Unis ont également appelé les deux pays à s'éloigner de tout risque de guerre. Reportage sur les images de France 24.
Allées et venues incessantes. Dans cette église, de nouveaux déplacés arrivent tous les jours. Depuis le 7 février, date de la dernière offensive rebelle du M23, plus de 135 000 personnes sont arrivées en périphérie de Goma, dans le dénuement le plus total. J'attends qu'on m'appelle, j'espère avoir de la nourriture et des bâches car on dort dehors. Nos enfants ont besoin de soins médicaux car la situation est catastrophique avec tout le monde qu'il y a ici. Installée dans un coin de l'édifice, Julie range les maigres affaires qu'elle a pu sauver. Le visage marqué par la fatigue, elle tente de survivre avec ses enfants. On m'a donné un peu de farine avec de l'eau pour donner à mon enfant. Il ne me reste que ces deux-là. J'ai perdu 2 autres de mes enfants lorsque j'ai fui. Je ne sais pas où ils sont. Il y avait beaucoup de gens sur la route et nous sommes arrivés jusqu'ici à pied. Dans le Nord Kivu, la situation humanitaire est catastrophique. Depuis le début du conflit fin 2021, plus de 2 millions de personnes ont fui les affrontements. Depuis 2 semaines, les combats se sont sensiblement rapprochés de Goma. Donc on se retrouve vraiment avec des structures d'accueil qui sont complètement saturées, avec des services, que ce soit de l'eau, de l'hygiène, des soins de santé, qui ne répondent plus du tout à la masse de gens. Illustration de cette saturation, le camp de Boulengo, aux portes de Goma. Des milliers de familles y vivent dans des abris faits de simples bâches. Ajoutez à cette précarité la peur de devoir fuir à nouveau. On entend des détonations tous les jours. Il y a des positions d'artillerie installées juste à côté de nous, à environ 500 mètres du camp. 500 mètres à cause. Des médiations ont été lancées par l'Angola et Nairobi pour tenter de mettre fin au conflit. Sans succès, cet éleveur a perdu tout espoir de voir la paix revenir dans l'est du Congo. Si les autorités ont le pouvoir de finir cette guerre, ils peuvent la finir. Sinon, ils peuvent nous envoyer dans un autre pays où on sera en paix et que cette région reste un champ de bataille. Les autorités congolaises comme les humanitaires sont dépassées par l'ampleur de la crise. Dans le Nord Kivu, les familles se posent toutes une même question. Quand est-ce qu'elles vont pouvoir rentrer chez elles ? Et la guerre en Ukraine va bientôt entrer dans sa 3e année suite à l'invasion russe. Plus de 14 millions de personnes ont fui leur foyer en Ukraine depuis 2 ans. Plus de 6 millions sont réfugiés à l'étranger. Et en France, ils sont 85 000. Alors que le conflit se prolonge, certains voient désormais leur avenir en France et sont confrontés au défi de l'intégration. France 24. Le nord de Dijon, c'est un quartier où Oksana et sa fille ont désormais tous leurs repères. Elles ont fui l'Ukraine quelques jours après le début de la guerre et savourent chaque jour le calme de leur nouvelle vie. Ici, il y a tout pour la vie quotidienne et cela me plaît. Arrivée au printemps 2022, Oksana a rapidement obtenu ce logement social où elle vit avec ses 2 enfants. Convaincue que la guerre va durer, elle voit désormais l'avenir de sa famille en France où elle a obtenu le statut de réfugiée. Pour moi, la guerre a commencé il y a 10 ans. Parce que j'ai habité à Lugansk région. En Ukraine, je ne vois pas l'avenir parce que mes parents sont morts. Mes enfants, c'est mon avenir. Déterminée à trouver un emploi de comptable, Oksana révise chaque jour pour améliorer son français. Des progrès suivis de près par Tetiana Yablonska, responsable d'une association de soutien aux réfugiés ukrainiens. Ton niveau aujourd'hui, c'est lequel? B1. B1. Wow. Oksana, elle se débrouille bien. Par contre, les autres réfugiés, ils ont besoin d'accompagnement. C'était aussi la traduction. Par exemple, s'il vient chez le médecin, il faut traduire. Créée par Tetiana juste après le début du conflit, l'association accompagne une centaine de réfugiés, avec notamment une distribution de produits alimentaires chaque semaine. Une aide essentielle pour cette femme, exilée en Côte d'Or avec ses 6 enfants. L'association nous aide beaucoup pour obtenir des produits alimentaires, des vêtements et aussi pour résoudre des problèmes administratifs. Mais depuis 2 ans, les dons ont diminué. Les gens, ils ont déjà tout donné au début. Parce que c'était le moment de solidarité. Maintenant, ça diminue. Il faut trouver l'autre solution pour collecter les dons. En Côte d'Or, les arrivées de nouveaux réfugiés sont désormais moins fréquentes et certains ont aussi fait le choix de rentrer en Ukraine, comme les 3 femmes hébergées par Angélique Bertrand au début du conflit. On avait Tania
et Nelia qui couchait dans cette chambre-là. Mais après 4 mois, cette famille a décidé de rentrer en Ukraine, car leur petit-fils avait du mal à s'intégrer. Un retour au pays difficile selon Angélique, qui prend régulièrement de leurs nouvelles. Des fois, ils ne peuvent pas nous parler parce qu'ils sont à l'abri, parce qu'il y a des alertes, ou dans le noir parce qu'il n'y a pas de lumière. Voilà. Donc on sait que la vie est dure là-bas. Sur les 1000 Ukrainiens domiciliés dans le département, plus de 250 sont toujours hébergés grâce à la solidarité des particuliers. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et tout de suite après, vous allez suivre l'émission spéciale avec le projet d'appui à l'éducation de base. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Bon week-end à tous. Au revoir.